Je m'étais si bien rendu compte qu'il serait absurde d'être jaloux de mademoiselle Vinteuil et de son amie, puisqu'Albertine, depuis son aveu, ne cherchait nullement à les voir et de tous les projets de villégiature que nous avions formés, avait écarté d'elle-même Combray, si proche de Montjouvin, que souvent ce que je demandais à Albertine de me jouer, et sans que cela me fît souffrir, c'était de la musique de Vinteuil. Une seule fois, cette musique de Vinteuil avait été une cause indirecte de jalousie pour moi. En effet, Albertine, qui savait que j'en avais entendu jouer chez madame Verdurin par Morel, me parla un soir de celui-ci en me manifestant un vif désir d'aller l'entendre, de le connaître. C'était justement peu de temps après que j'avais appris l'existence de la lettre, involontairement interceptée par M. de Charlus, de Léa à Morel. Je me demandais si Léa n'avait pas parlé de lui à Albertine. Les mots de « grande salle »,« grande vicieuse » me revenaient à l'esprit avec horreur. Mais justement parce qu'ainsi la musique de Vinteuil fut liée douloureusement à Léa, non plus à mademoiselle Vinteuil et à son amie, quand la douleur causée par Léa fut apaisée, je pus dès lors entendre cette musique sans souffrance. Un mal m'avait guéri de la possibilité des autres. De cette musique de Vinteuil, des phrases inaperçues chez madame Verdurin, larves obscures, alors indistinctes, devenaient d'éblouissantes architectures. Et certaines devenaient des amies, que j'avais à peine distinguées au début, qui au mieux m'avaient paru laides, et dont je n'aurais jamais cru qu'elles fussent comme ces gens antipathiques au premier abord, qu'on découvre seulement tels qu'ils sont, une fois qu'on les connaît bien. Entre les deux états, il y avait une vraie transmutation. D'autre part, des phrases distinctes la première fois dans la musique entendue chez madame Verdurin, mais que je n'avais pas alors reconnues là, je les identifiais maintenant avec des phrases des autres œuvres, comme cette phrase de la variation religieuse pour orgue qui, chez madame Verdurin, avait passé inaperçue pour moi dans le septuor, où, pourtant, sainte qui avait descendu les degrés du sanctuaire, elle se trouvait mêlée aux faits familières du musicien. D'autre part, la phrase qui m'avait paru trop peu mélancolique, trop mécaniquement rythmée, de la joie titubante des cloches de midi, maintenant c'était celle que j'aimais le mieux, soit que je fusse habitué à sa laideur, soit que j'eusse découvert sa beauté. Cette réaction sur la déception que causent d'abord les chefs-d'œuvre, on peut, en effet, l'attribuer à un affaiblissement de l'impression initiale ou à l'effort nécessaire pour dégager la vérité. Deux hypothèses qui se représentent pour toutes les questions importantes. Les questions de la réalité de l'art, de la réalité de l'éternité de l'âme. C'est un choix qu'il faut faire entre elles. Et pour la musique de Vinteuil, ce choix se représentait à tout moment sous bien des formes. Par exemple, cette musique me semblait quelque chose de plus vrai que tous les livres connus. Par instant, je pensais que cela tenait à ce qui est senti par nous de la vie, ne l'étant pas sous forme d'idées, sa traduction littéraire, c'est-à-dire intellectuelle, en rendant compte, l'explique, l'analyse, mais ne le recompose pas comme la musique, où les sons semblent prendre l'inflexion de l'être, reproduire cette pointe intérieure et extrême des sensations, qui est la partie qui nous donne cette ivresse spécifique que nous retrouvons de temps en temps et que, quand nous disons « quel beau temps, quel beau soleil », nous ne faisons nullement connaître au prochain en qui le même soleil et le même temps éveillent des vibrations toutes différentes. Dans la musique de Vinteuil, il y avait ainsi de ces visions qu'il est impossible d'exprimer et presque défendu de constater, puisque, quant au moment de s'endormir, on reçoit la caresse de leur irréel enchantement, à ce moment même où la raison nous a déjà abandonnés, les yeux se scellent, et avant d'avoir eu le temps de connaître non seulement l'ineffable, mais l'invisible, on s'endort. Il me semblait même, quand je m'abandonnais à cette hypothèse où l'art serait réel, que c'était même plus que la simple joie nerveuse d'un beau temps ou d'une nuit d'opium que la musique peut prendre. Une ivresse, une réelle, plus féconde, du moins à ce que je pressentais. Il n'est pas possible qu'une sculpture, une musique qui donne une émotion qu'on sent plus élevée, plus pure, plus vraie, ne corresponde pas à une certaine réalité spirituelle. Elle en symbolise sûrement une, pour donner cette impression de profondeur et de vérité. Ainsi, rien ne ressemblait plus
qu'une telle phrase de Vinteuil à ce plaisir particulier que j'avais quelquefois éprouvé dans ma vie. Par exemple, devant les cloches de Martainville, certains arbres d'une route de Balbec ou, plus simplement, au début de cet ouvrage, en buvant une certaine tasse de thé. Sans pousser plus loin cette comparaison, je sentais que les rumeurs claires, les bruyantes couleurs que Vinteuil nous envoyait du monde où il composait, promenaient devant mon imagination avec insistance, mais trop rapidement pour qu'elle pût l'appréhender, quelque chose que je pourrais comparer à la soierie embaumée d'un géranium. Seulement, tandis que dans le souvenir, ce vague, peut-être sinon approfondi, du moins précisé, grâce à un repérage de circonstances qui explique pourquoi une certaine saveur a pu vous rappeler des sensations lumineuses, les sensations vagues données par Vinteuil, venant non d'un souvenir, mais d'une impression, comme celle des clochers de Martainville, il aurait fallu trouver de la fragrance de géranium de sa musique, non une explication matérielle, mais l'équivalent profond, la fête inconnue et colorée, dont ses œuvres semblaient les fragments disjoints, les éclats aux cassures écarlates, le mode selon lequel il entendait et projetait hors de lui l'univers. Cette qualité inconnue d'un monde unique, et qu'aucun autre musicien ne nous avait jamais fait voir, peut-être était-ce en cela, disais-je, à Albertine, qu'est la preuve la plus authentique du génie, bien plus que dans le contenu de l'œuvre elle-même. Même en littérature, me demandait Albertine. Même en littérature. Et repensant à la monotonie des œuvres de Vinteuil, j'expliquais à Albertine que les grands littérateurs n'ont jamais fait qu'une seule œuvre, ou plutôt n'ont jamais que réfracté à travers des milieux divers une même beauté qu'ils apportent au monde. S'il n'était pas si tard, ma petite, lui disais-je, je vous montrerai cela chez tous les écrivains que vous lisez pendant que je dors. Je vous montrerai la même identité que chez Vinteuil. Ces phrases types que vous commencez à reconnaître comme moi, ma petite Albertine, les mêmes dans la sonate, dans le septuor, dans les autres œuvres, ce serait, par exemple, si vous voulez, chez Barbey d'Aurevilly, une réalité cachée, révélée par une trace matérielle, la rougeur physiologique de l'ensorcelé, d'Aimé de Spence, de la clotte, la main du rideau cramoisi, les vieux usages, les vieilles coutumes, les vieux mots, les métiers anciens et singuliers derrière lesquels il y a le passé, l'histoire orale faite par les pâtres du terroir, les nobles cités normandes, parfumées d'Angleterre et jolies comme un village d'Écosse, la cause de malédictions contre lesquelles on ne peut rien, la Villinie, le berger, une même sensation d'anxiété dans un passage que ce soit la femme cherchant son mari dans une vieillesse maîtresse, dans une vieille maîtresse, ou le mari dans l'ensorcelé, parcourant la lande, et l'ensorcelée elle-même au sortir de la messe. Ce sont encore des phrases types de Vinteuil que cette géométrie du tailleur de pierre dans les romans de Thomas Hardy. Les phrases de Vinteuil me firent penser à la petite phrase, et je dis à Albertine qu'elle avait été comme l'hymne national de l'amour de Swann et d'Odette. Les parents de Gilberte, que vous connaissez, vous m'avez dit qu'elle n'avait pas mauvais genre. Mais n'a-t-elle pas essayé d'avoir des relations avec vous? Elle m'a parlé de vous. Oui, comme ses parents la faisaient chercher en voiture au cours, par les trop mauvais temps, je crois qu'elle me ramena une fois et m'embrassa, dit-elle au bout d'un moment, en riant, et comme si c'était une confidence amusante. Elle me demanda tout d'un coup si j'aimais les femmes. Mais si elle ne faisait que croire, se rappeler que Gilberte l'avait ramenée, comment pouvait-elle dire, avec tant de précision, que Gilberte lui avait posé cette question bizarre? Même, je ne sais quelle idée baroque me prit de la mystifier. Je lui répondis que oui. On aurait dit qu'Albertine craignait que Gilberte me racontait cela et qu'elle ne voulut pas que je constatasse qu'elle me mentait. Mais nous ne fîmes rien du tout. C'était étrange. Si elle avait échangé ses confidences, qu'elles n'eussent rien fait, surtout qu'avant cela même, elle s'était embrassée dans la voiture au dire d'Albertine. Elle m'a ramené comme cela 4 ou 5 fois, peut-être un peu plus, et c'est tout. J'eus beaucoup de peine à ne poser aucune question. Mais me dominant, pour avoir l'air de n'attacher à tout cela aucune importance,
Je revins à Thomas Hardy. Rappelez-vous les tailleurs de pierre dans Jude l'Obscur, dans La Bien-Aimée, les blocs de pierre que le père extrait de l'île venant par bateau s'entasser dans l'atelier du fils où elles deviennent statues. Dans Les Yeux bleus, le parallélisme des tombes, et aussi la ligne parallèle du bateau et les wagons contigus, où sont les deux amoureux. Le parallélisme entre La Bien-Aimée, où l'homme aime 3 femmes, et Les Yeux bleus, où la femme aime 3 hommes, etc. Et enfin tous ces romans superposables les uns aux autres, comme les maisons verticalement entassées en hauteur sur le sol pierreux de l'île. Je ne peux pas vous parler comme cela en 1 minute des plus grands, mais vous verriez dans Stendhal un certain sentiment de l'altitude se liant à la vie spirituelle. Le lieu élevé où Julien Sorel est prisonnier, la tour au haut de laquelle est enfermé Fabrice, le clocher où l'abbé Barnès s'occupe d'astrologie et d'où Fabrice jette un si beau coup d'œil. Vous m'avez dit que vous aviez vu certains tableaux de Vermeer. Vous vous rendez bien compte que ce sont les fragments d'un même monde, que c'est toujours quelque génie avec lequel il soit recréé, la même table, le même tapis, la même femme, la même nouvelle et unique beauté, énigme à cette époque où rien ne lui ressemble ni ne l'explique, si on ne cherche pas à l'apparenter par les sujets, mais à dégager l'impression particulière que la couleur produit. Eh bien, cette beauté nouvelle, elle reste identique dans toutes les œuvres de Dostoïevski. La femme de Dostoïevski, aussi particulière qu'une femme de Rembrandt, avec son visage mystérieux, dont la beauté avenante se change brusquement comme si elle avait joué la comédie de la bonté en une insolence terrible, bien qu'au fond il semble qu'elle soit plutôt bonne. N'est-ce pas toujours la même que ce soit Nastasia Philippovna écrivant des lettres d'amour à Aglaé et lui avouant qu'elle la hait, ou dans une visite entièrement identique à celle-là, à celle aussi où Nastasia Philippovna insulte les parents de Vania, Groushenka aussi gentille chez Katerina Ivanovna que celle-ci l'avait cru terrible, puis brusquement dévoilant sa méchanceté en insultant Katerina Ivanovna, bien que Groushenka au fond soit bonne. Groushenka, Nastasia, figure aussi originale, aussi mystérieuse, non pas seulement que les courtisanes de Carpaccio, mais que la Bethzabée de Rembrandt. Comme chez Vermeer, il y a création d'une certaine âme, d'une certaine couleur des étoffes et des lieux. Il n'y a pas seulement chez Dostoïevski création d'êtres même de demeure, et la maison de l'assassinat dans Crime et Châtiment, avec son Dvornik, n'est-elle pas presque aussi merveilleuse que le chef-d'œuvre de la maison de l'assassinat dans Dostoïevski, cette sombre et si longue et si haute et si vaste maison de Rogojine, où il tue Nastasia Philippovna? Cette beauté nouvelle et terrible d'une maison. Cette beauté nouvelle et mixte d'un visage de femme. Voilà ce que Dostoïevski a apporté d'unique au monde. Et les rapprochements que des critiques littéraires peuvent faire entre lui et Gogol, ou entre lui et Paul de Kock, n'ont aucun intérêt, étant extérieurs à cette beauté secrète. Du reste, si je t'ai dit que c'est de roman à roman la même scène, c'est au sein d'un même roman que les mêmes scènes, les mêmes personnages se reproduisent si le roman est très long. Je pourrais te le montrer facilement dans La guerre et la paix, et certaines scènes dans une voiture. Je n'avais pas voulu vous interrompre, mais puisque je vois que vous quittez Dostoïevski, j'avais peur d'oublier. Mon petit, qu'est-ce que vous avez voulu dire l'autre jour quand vous m'avez dit « C'est comme le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné ». Je vous avoue que je n'ai pas compris. Cela me semble tellement différent. Venez, petite fille, que je vous embrasse, pour vous remercier de vous rappeler si bien ce que je dis. Vous retournerez au piano là après. Et j'avoue que ce que j'avais dit là était assez bête. Mais je l'avais dit pour 2 raisons. La première est une raison particulière. Il est arrivé que Madame de Sévigné, comme Elstir, comme Dostoïevski, au lieu de présenter les choses dans l'ordre logique, c'est-à-dire en commençant par la cause, nous montre d'abord l'effet, l'illusion qui nous frappe. C'est ainsi que Dostoïevski présente ses personnages. Leurs actions nous apparaissent aussi trompeuses que ces effets d'Elastire, où la mer a l'air d'être dans le ciel. Nous sommes tout étonnés d'apprendre que cet homme sournois est au fond excellent, ou le contraire. Oui, mais un exemple pour Madame de Sévigné.
J'avoue, lui répondis-je en riant, que c'est très tiré par les cheveux, mais enfin, je pourrais trouver des exemples. Mais est-ce qu'il a jamais assassiné quelqu'un, Dostoïevski? Les romans que je connais de lui pourraient tous s'appeler l'histoire d'un crime. C'est une obsession chez lui, ce n'est pas naturel qu'il parle toujours de ça. Je ne crois pas, ma petite Albertine. Je connais mal sa vie. Il est certain que, comme tout le monde, il a connu le péché, sous une forme ou sous une autre, et probablement sous une forme que les lois interdisent. En ce sens-là, il devrait être un peu criminel, comme ses héros, qui ne le sont d'ailleurs pas tout à fait, qu'on condamne avec des circonstances atténuantes. Et ce n'était même peut-être pas la peine qu'il fût criminel. Je ne suis pas romancier. Il est possible que les créateurs soient tentés par certaines formes de vie qu'ils n'ont pas personnellement éprouvées. Si je vais avec vous à Versailles, comme nous avons convenu, je vous montrerai le portrait de l'honnête homme par excellence, du meilleur des maris, Choderlos de Laclos, qui a écrit le plus effroyable pervers des livres, et juste en face, celui de Madame de Genlis, qui écrivit des contes moraux et ne se contenta pas de tromper la duchesse d'Orléans, mais la supplicia en détournant d'elle ses enfants. Je reconnais tout même que chez Dostoïevski, cette préoccupation de l'assassinat a quelque chose d'extraordinaire, et qui me le rend très étranger. Je suis déjà stupéfait quand j'entends Baudelaire dire « Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. » Mais je peux au moins croire que Baudelaire n'est pas sincère, tandis que Dostoïevski... Tout cela me semble aussi loin de moi que possible, à moins que j'aie en moi des parties que j'ignore, car on ne se réalise que successivement. Chez Dostoïevski, je trouve des puits excessivement profonds, mais sur quelques points isolés de l'âme humaine. Mais c'est un grand créateur. D'abord, le monde qu'il peint a vraiment l'air d'avoir été créé par lui. Tous ces bouffons qui reviennent sans cesse, tous ces Lebedev, Karamazov, Ivolguine, Zegrev, cet incroyable cortège, c'est une humanité plus fantastique que celle qui peuple la ronde de nuit de Rembrandt. Et peut-être n'est-elle fantastique que de la même manière par l'éclairage et le costume, et est-elle au fond courante. En tout cas, elle est à la fois pleine de vérités profondes et uniques, n'appartenant qu'à Dostoïevski. Cela a presque l'air, ces bouffons, d'un emploi qui n'existe plus, comme certains personnages de la comédie antique, et pourtant, comme ils révèlent des aspects vrais de l'âme humaine. Ce qui m'assomme, c'est la manière solennelle dont on parle et dont on écrit sur Dostoïevski. Avez-vous remarqué le rôle que l'amour-propre et l'orgueil jouent chez ces personnages? On dirait que pour lui, l'amour et la haine la plus éperdue, la bonté et la traîtrise, la timidité et l'insolence ne sont que deux états d'une même nature. L'amour-propre, l'orgueil empêchant Aglaé, Nastasia, le capitaine dont Mitya tire la barbe, Krasotkin, l'ennemi ami d'Alyosha, de se montrer tels qu'ils sont en réalité. Mais il y a encore bien d'autres grandeurs. Je connais très peu de ces livres. Mais n'est-ce pas un motif sculptural et simple, digne de l'art le plus antique, une frise interrompue et reprise où se déroulerait la vengeance et l'expiation que le crime du père, Karamazov, engrossant la pauvre folle, le mouvement mystérieux, animal inexpliqué par lequel la mère, étant à son insu l'instrument des vengeances du destin, obéissant aussi obscurément à son instinct de mère, peut-être à un mélange de ressentiment et de reconnaissance physique pour le violateur, va accoucher chez le père Karamazov? Ceci, c'est le premier épisode, mystérieux, grand, auguste, comme une création de la femme dans les sculptures d'Orvieto. Et en réplique, le second épisode, plus de 20 ans après, le meurtre du père Karamazov, l'infamie sur la famille Karamazov par ce fils de la folle, Smerdiakov, suivi peu après d'un même acte aussi mystérieusement sculptural et inexpliqué, d'une beauté aussi obscure et naturelle que l'accouchement dans le jardin du père Karamazov, Smerdiakov, cependant,
son crime accompli. Quant à Dostoïevski, je ne le quittais pas tant que vous croyez en parlant de Tolstoï, qui l'a beaucoup imité. Chez Dostoïevski, il y a concentré et grognon, beaucoup de ce qui s'épanouira chez Tolstoï. Il y a chez Dostoïevski cette maussaderie anticipée des primitifs que les disciples éclairciront. Mon petit, comme c'est assommant que vous soyez si paresseux. Regardez comme vous voyez la littérature d'une façon plus intéressante qu'on ne vous la faisait étudier. Les devoirs qu'on nous faisait faire sur Esther, monsieur, vous vous rappelez, me dit-elle en riant, moins pour se moquer de ses maîtres et d'elle-même que pour le plaisir de retrouver dans sa mémoire, dans notre mémoire commune, un souvenir déjà un peu ancien. Mais tandis qu'elle me parlait, et comme je pensais à Vinteuil, à son tour, c'était l'autre hypothèse, l'hypothèse matérialiste, celle du néant, qui se présentait à moi. Je me mettais à douter, je me disais qu'après tout, il se pourrait que, si les phrases de Vinteuil semblaient l'expression de certains états de l'âme, analogues à celui que j'avais éprouvé en goûtant la madeleine trempée dans la tasse de thé, rien ne m'assurait que le vague de tels états fût une marque de leur profondeur, mais seulement de ce que nous n'avons pas encore su les analyser, qu'il n'y aurait donc rien de plus réel en eux que dans d'autres. Pourtant, ce bonheur, ce sentiment de certitude, dans le bonheur pendant que je buvais la tasse de thé, que je respirais aux Champs-Élysées une odeur de vieux bois, ce n'était pas une illusion. En tout cas, me disait l'esprit du doute, même si ces états sont dans la vie plus profonds que d'autres et sont inanalysables à cause de cela, parce qu'ils mettent en jeu trop de forces dont nous ne sommes pas encore rendus compte. Le charme de certaines phrases de Vinteuil fait penser à eux parce qu'il est lui aussi inanalysable, mais cela ne prouve pas qu'il ait la même profondeur. La beauté d'une phrase de musique pure paraît facilement l'image, ou du moins l'apparente d'une impression intellectuelle que nous avons eue, mais simplement parce qu'elle est inintellectuelle. Et pourquoi alors croyons-nous particulièrement profondes ces phrases mystérieuses qui hantent certains ouvrages et ce septuor de Vinteuil? Ce n'était pas du reste que de la musique de lui qui me jouait Albertine. Le pianola était par moments pour nous comme une lanterne magique scientifique, historique et géographique. Et sur les murs de cette chambre de Paris, pourvue d'inventions plus modernes que celles de Combray, je voyais, selon qu'Albertine jouait du rameau ou du borodine, s'étendre tantôt une tapisserie du XVIIIe siècle, semée d'amour sur un fond de rose, tantôt la steppe orientale où les sonorités s'étouffent dans l'illimité des distances et le feutrage de la neige. Et ces décorations fugitives étaient, d'ailleurs, les seules de ma chambre, car si au moment où j'avais hérité de ma tante Léonie, je m'étais promis d'avoir des collections comme Swann, d'acheter des tableaux, des statues, tout mon argent passait à avoir des chevaux, une automobile, des toilettes pour Albertine. Mais ma chambre ne contenait-elle pas une œuvre d'art plus précieuse que toutes celles-là? C'était Albertine elle-même. Je la regardais. C'était étrange pour moi de penser que c'était elle. Elle que j'avais cru si longtemps impossible même à connaître, qui aujourd'hui, bête sauvage domestiquée, rosier à qui j'avais fourni le tuteur, le cadre, l'espalier de sa vie, était ainsi assise chaque jour, chez elle, près de moi, devant le pianola adossé à ma bibliothèque. Ses épaules que j'avais vues baisser et sournoises quand elle rapportait les clubs de golf s'appuyaient à mes livres. Ses belles jambes que le premier jour j'avais imaginé avec raison avoir manœuvré pendant toute son adolescence les pédales d'une bicyclette montaient et descendaient tour à tour sur celles du pianola, où Albertine, devenue d'une élégance qui me la faisait sentir plus à moi, parce que c'était de moi qu'elle lui venait, posait ses souliers en toile d'or. Ses doigts, jadis familiers du guidon, se posaient maintenant sur les touches comme ceux d'une Sainte Cécile. Son cou, dont le tour,
vu de mon lit, était plein et fort. À cette distance et sous la lumière de la lampe paraissait plus rose, moins rose pourtant que son visage, incliné de profil, auquel mes regards, venant des profondeurs de moi-même, chargés de souvenirs et brûlants de désirs, ajoutaient un tel brillant, une telle intensité de vie que son relief semblait s'enlever et tourner avec la même puissance presque magique que le jour à l'hôtel de Balbec où ma vue était brouillée par mon trop grand désir de l'embrasser. J'en prolongeais chaque surface au-delà de ce que j'en pouvais voir, et sous ce qui me le cachait et ne me faisait que mieux sentir, paupières qui fermaient à demi les yeux, chevelure qui cachait le haut des joues, le relief de ses pans superposés. Ses yeux luisaient comme dans un minerai où l'opale est encore engainé, les deux plaques seules encore polies, qui, devenues plus brillantes que du métal, font apparaître au milieu de la matière aveugle qui les surplombe, comme les ailes de soie mauve d'un papillon qu'on aurait mis sous verre. Ses cheveux, noirs et crespelés, montrant des ensembles différents selon qu'elle se tournait vers moi pour me demander ce qu'elle devait jouer, tantôt une aile magnifique, aiguë à sa pointe, large à sa base, noire, empennée et triangulaire, tantôt tressant le relief de leurs boucles en une chaîne puissante et variée, pleine de crêtes, de lignes de partage, de précipices, avec leurs fouettés si riches et si multiples, semblaient dépasser la variété que réalise habituellement la nature et répondre plutôt au désir d'un sculpteur qui accumule les difficultés pour faire valoir la souplesse, la fougue, le fondu, la vie de son exécution, et faisait ressortir davantage, en les interrompant pour les recouvrir, la courbe animée et comme la rotation du visage lisse et rose, du mat verni d'un bois peint. Et par contraste, avec tant de relief, par l'harmonie aussi qui les unissait à elle, qui avait adapté son attitude à leur forme et à leur utilisation, le pianola qui la cachait à demi comme un buffet d'orgue, la bibliothèque, tout ce coin de la chambre semblait réduit à n'être plus que le sanctuaire éclairé, la crèche de cet ange musicien, œuvre d'art qui, tout à l'heure, par une douce magie, allait se détacher de sa niche et offrir à mes baisers sa substance précieuse et rose. Mais non, Albertine n'était nullement pour moi une œuvre d'art. Je savais ce que c'était qu'admirer une femme d'une façon artistique. J'avais connu Swann. De moi-même, d'ailleurs, j'étais, de n'importe quelle femme qu'il s'agit, incapable de le faire, n'ayant aucune espèce d'esprit d'observation extérieure, ne sachant jamais ce qu'était ce que je voyais, et j'étais émerveillé quand Swann ajoutait rétrospectivement une dignité artistique, en la comparant, comme il se plaisait à le faire galamment devant elle-même, à quelque portrait de Luini, en retrouvant dans sa toilette la robe ou les bijoux d'un tableau de Giorgione, à une femme qui m'avait semblé insignifiante. Rien de tel chez moi. Le plaisir et la peine qui me venaient d'Albertine ne prenaient jamais, pour m'atteindre, le détour du goût et de l'intelligence. Même, pour dire vrai, quand je commençais à regarder Albertine comme un ange musicien, merveilleusement patiné, et que je me félicitais de posséder, elle ne tardait pas à me définir indifférente. Je m'ennuyais bientôt auprès d'elle, mais ces instants-là duraient peu. On n'aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d'inaccessible. On n'aime que ce qu'on ne possède pas. Et bien vite, je me remettais à rendre compte que je ne possédais pas Albertine. Dans ses yeux, je voyais passer tantôt l'espérance, tantôt le souvenir, peut-être le regret, de joie que je ne devinais pas, auquel, dans ce cas, elle préférait renoncer plutôt que de me les dire, et que, n'en saisissant que certaines lueurs dans ses prunelles, je n'apercevais pas plus que le spectateur qu'on n'a pas laissé entrer dans la salle et qui, collé au carreau vitré de la porte, ne peut rien apercevoir de ce qui se passe sur la scène. Je ne sais si c'était le cas pour elle, mais c'est une étrange chose, comme un témoignage, chez les plus incrédules, d'une croyance au bien, que cette persévérance dans le mensonge qu'ont tous ceux qui nous trompent. On aurait beau leur dire que leur mensonge fait plus de peine que l'aveu, ils auraient beau s'en rendre compte qu'ils mentiraient encore, l'instant d'après,
pour rester conformes à ce qu'ils nous ont dit d'abord que nous étions pour eux. C'est ainsi qu'un athée qui tient à la vie se fait tuer pour ne pas donner un démenti à l'idée qu'on a de sa bravoure. Pendant ces heures, quelquefois, je voyais flotter sur elle, dans ses regards, dans sa moue, dans son sourire, le reflet de ces spectacles intérieurs dont la contemplation la faisait, ces soirs-là, dissemblables, éloignés de moi à qui ils étaient refusés. À quoi pensez-vous, ma chérie? Mais à rien. Quelquefois, pour répondre à ce reproche que je lui faisais de ne me rien dire, tantôt elle me disait des choses qu'elle n'ignorait pas, que je savais aussi bien que tout le monde, comme ces hommes d'État qui ne vous annonceraient pas la plus petite nouvelle, mais vous parlent en revanche de celle qu'on a pu lire dans les journaux de la veille. Tantôt elle me racontait, sans précision aucune, en des sortes de fausses confidences, des promenades en bicyclette qu'elle faisait à Balbec, l'année avant de me connaître. Et comme si j'avais deviné juste autrefois, en inférant de là qu'elle devait être une jeune fille très libre, faisant de très longues parties, l'évocation qu'elle faisait de ces promenades insinuait entre les lèvres d'Albertine ce même mystérieux sourire qui m'avait séduit les premiers jours sur la digue de Balbec. Elle me parlait aussi de ces promenades qu'elle avait faites avec des amis dans la campagne hollandaise, de ses retours le soir à Amsterdam, à des heures tardives, quand une foule compacte et joyeuse de gens qu'elle ne connaissait presque tous emplissait les rues, les bords des canaux, dont je croyais voir se refléter dans les yeux brillants d'Albertine, comme dans les glaces incertaines d'une rapide voiture, les feux innombrables et fuyants. Comme la soi-disant curiosité esthétique mériterait plutôt le nom d'indifférence auprès de la curiosité douloureuse, inlassable, que j'avais des lieux où Albertine avait vécu, de ce qu'elle avait pu faire tel soir, des sourires, des regards qu'elle avait eus, des mots qu'elle avait dits, des baisers qu'elle avait reçus, non. Jamais la jalousie que j'avais eue un jour de Saint-Loup, si elle avait persisté, ne m'eût donné cette immense inquiétude. Cet amour entre femmes était quelque chose de trop inconnu, dont rien ne permettait d'imaginer avec certitude, avec justesse, les plaisirs, la qualité. Que de gens, que de lieux, même qui ne la concernaient pas directement, de vagues lieux de plaisir où elle avait pu en goûter, que de milieux, où il y avait beaucoup de monde, où on est frôlé, Albertine, comme une personne qui, faisant passer sa suite, toute une société, au contrôle devant elle, la fait entrer au théâtre, du seuil de mon imagination ou de mon souvenir, où je ne me souciais pas d'eux, avait introduit dans mon cœur. Maintenant, la connaissance que j'avais d'eux était interne, immédiate, spasmodique, douloureuse. L'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Et peut-être pourtant, entièrement fidèle, je n'eusse pas souffert d'infidélité que j'eusse été incapable de concevoir, mais ce qui me torturait à imaginer chez Albertine, c'était mon propre désir perpétuel de plaire à de nouvelles femmes, d'ébaucher de nouveaux romans. C'était lui supposer ce regard que je n'avais pas pu, l'autre jour, même à côté d'elle, m'empêcher de jeter sur les jeunes cyclistes assises aux tables du bois de Boulogne. Comme il n'est de connaissance, on peut presque dire qu'il n'est de jalousie que de soi-même. L'observation compte peu. Ce n'est que du plaisir ressenti par soi-même qu'on peut tirer savoir et douleur. Par instant, dans les yeux d'Albertine, dans la brusque inflammation de son teint, je sentais comme un éclair de chaleur passer furtivement dans des régions plus inaccessibles pour moi que le ciel, et où évoluaient les souvenirs, à moi inconnus, d'Albertine. Alors cette beauté, qu'en pensant aux années successives où j'avais connu Albertine, soit sur la plage de Balbec, soit à Paris, je lui avais trouvé depuis peu, et qui consistait en ce que mon ami se développait sur tant de plans et contenait tant de jours écoulés, cette beauté prenait pour moi quelque chose de déchirant. Alors, sous ce visage rosissant, je sentais se creuser comme un gouffre
l'inexhaustible espace des soirs où je n'avais pas connu Albertine. Je pouvais bien prendre Albertine sur mes genoux, tenir sa tête dans mes mains. Je pouvais la caresser, passer longuement mes mains sur elle, mais comme si j'eusse manié une pierre qui enferme la salure des océans immémoriaux ou le rayon d'une étoile, je sentais que je touchais seulement l'enveloppe close d'un être qui, par l'intérieur, accédait à l'infini. Combien je souffrais de cette position où nous a réduit l'oubli de la nature qui, en instituant la division des corps, n'a pas songé à rendre possible l'interpénétration des âmes, car si son corps était au pouvoir du mien, sa pensée échappait aux prises de ma pensée. Et je me rendais compte qu'Albertine n'était pas même pour moi la merveilleuse captive dont j'avais cru enrichir ma demeure, tout en y cachant aussi parfaitement sa présence, même à ceux qui venaient me voir et qui ne la soupçonnaient pas, au bout du couloir, dans la chambre voisine, que ce personnage dont tout le monde ignorait qu'il tenait enfermé dans une bouteille la princesse de la Chine. M'invitant sous une forme pressante, cruelle et sans issue, à la recherche du passé, elle était plutôt comme une grande déesse du temps. Et s'il a fallu que je perdisse pour elle des années, ma fortune, et pourvu que je puisse me dire, ce qui n'est pas sûr, hélas, qu'elle n'y a pas, elle, pas perdue, je n'ai rien à regretter. Sans doute la solitude eût mieux valu, plus féconde, moins douloureuse. Mais si j'avais mené la vie de collectionneur que me conseillait Swann, que me reprochait de ne pas connaître M. de Charlus, quand, avec un mélange d'esprit, d'insolence et de goût, il me disait « Comme c'est laid chez vous !» Quelle statue, quel tableau, longuement poursuivi, enfin possédé, ou même, à tout mettre au mieux, contemplé, avec désintéressement, m'eussent comme la petite blessure qui se cicatrisait assez vite, mais que la maladresse inconsciente d'Albertine, des indifférents ou de mes propres pensées ne tardait pas à rouvrir, donné accès, hors de soi-même, sur ce chemin de communication privée, mais qui donne sur la grande route où passe ce que nous ne connaissons que du jour où nous en avons souffert, la vie des autres. Quelquefois, il faisait un si beau clair de lune qu'une heure après qu'Albertine était couchée, j'allais jusqu'à son lit pour lui dire de regarder la fenêtre. Je suis sûr que c'est pour cela que j'allais dans sa chambre, et non pour m'assurer qu'elle y était bien. Quelle apparence qu'elle pût y soita, s'en échapper. Il eût fallu une collusion invraisemblable avec Françoise. Dans la chambre sombre, je ne voyais rien que, sur la blancheur de l'oreiller, un mince diadème de cheveux noirs. Mais j'entendais la respiration d'Albertine. Son sommeil était si profond que j'hésitais d'abord à aller jusqu'au lit. Puis je m'asseyais au bord. Le sommeil continuait de couler avec le même murmure. Ce qui est impossible à dire, c'est à quel point ses réveils étaient gais. Je l'embrassais, je la secouais. Aussitôt, elle s'arrêtait de dormir, mais sans même l'intervalle d'un instant, éclatait de rire, me disant en nouant ses bras à mon cou « J'étais justement en train de me demander si tu ne viendrais pas. » Et elle riait tendrement de plus belle. On aurait dit que sa tête charmante, quand elle dormait, n'était pleine que de gaieté, de tendresse et de rire. Et en l'éveillant, j'avais seulement, comme quand on ouvre un fruit, fait fuser le jus jaillissant qui désaltère. L'hiver cependant finissait, la belle saison revint, et souvent, comme Albertine venait seulement de me dire bonsoir, ma chambre, mes rideaux, le mur au-dessus des rideaux étant encore tout noir, dans le jardin des religieuses voisines, j'entendais, riche et précieuse dans le silence comme un harmonium d'église, la modulation d'un oiseau inconnu qui, sur le mode lydien, chantait déjà matine, et au milieu de mes ténèbres mettait la riche note éclatante du soleil qu'il voyait. Une fois même, nous entendîmes tout d'un coup la cadence régulière d'un appel plaintif. C'étaient les pigeons qui commençaient à roucouler. « Cela prouve qu'il fait déjà jour, » dit Albertine, et le sourcil presque froncé, comme si elle manquait, en vivant chez moi, les plaisirs de la belle saison. « Le printemps est commencé pour que le pigeon soit revenu. »
La ressemblance entre le roucoulement et le chant du coq était aussi profonde et aussi obscure que dans le septuor de Vinteuil. La ressemblance entre le thème de l'adagio et celui du dernier morceau, qui est bâti sur le même thème chef, clé, que le premier, mais tellement transformé par les différences de tonalité, de mesure, que le public profane, s'il ouvre un ouvrage sur Vinteuil, est étonné de voir qu'ils sont bâtis tous trois sur les 4 mêmes notes. 4 notes qu'il peut, d'ailleurs, jouer d'un doigt au piano sans retrouver aucun des 3 morceaux. Tel ce mélancolique morceau exécuté par les pigeons était une sorte de chant du coq en mineur, qui ne s'élevait pas vers le ciel, ne montait pas verticalement, mais régulier comme le brament d'un âne, enveloppé de douceur, allait d'un pigeon à l'autre sur une même ligne horizontale, et jamais ne se redressait, ne changeait sa plainte latérale en ce joyeux appel qu'avait poussé tant de fois l'allegro de l'introduction et le final. Bientôt les nuits raccourcirent davantage, et avant les heures anciennes du matin, je voyais déjà passer des rideaux de ma fenêtre la blancheur quotidiennement accrue du jour. Si je me résignais à laisser encore mener à Albertine cette vie, où malgré ses dénégations je sentais qu'elle avait l'impression d'être prisonnière, c'était seulement parce que chaque jour j'étais sûr que le lendemain je pourrais me mettre, en même temps qu'à travailler, à me lever, à sortir, à préparer un départ pour quelque propriété que nous achèterions et où Albertine pourrait mener plus librement et sans inquiétude pour moi la vie de campagne ou de mer, de navigation ou de chasse qui lui plairait. Seulement le lendemain, ce temps passé que j'aimais et détestais tour à tour en Albertine, il arrivait que, comme quand il est le présent, entre lui et nous, chacun par intérêt ou politesse ou pitié, travaille à tisser un rideau de mensonges que nous prenons pour la réalité, rétrospectivement, une des heures qui le composaient, et même de celles que j'avais cru connaître, me présentait tout d'un coup un aspect qu'on n'essayait plus de me voiler et qui était alors tout différent de celui sous lequel elle m'était apparue. Derrière tel regard, à la place de la bonne pensée que j'avais cru y voir autrefois, c'était un désir insoupçonné jusque-là qui se révélait, m'aliénant une nouvelle partie de ce cœur d'Albertine que j'avais cru assimiler au mien. Par exemple, quand André avait quitté Balbec au mois de juillet, Albertine ne m'avait jamais dit qu'elle dût bientôt la revoir, et je pensais qu'elle l'avait revue, même plus tôt qu'elle n'eût cru, puisqu'à cause de la grande tristesse que j'avais eue à Balbec, cette nuit du 14 septembre, elle m'avait fait ce sacrifice de ne pas y rester et de revenir tout de suite à Paris. Quand l'était arrivé le 15, je lui avais demandé d'aller voir André et lui avais dit « A-t-elle été contente de vous revoir ?» Or, un jour, Madame Bontemps était venue pour apporter quelque chose à Albertine. Je la vis un instant et lui dis qu'Albertine était sortie avec André. « Elles sont allées se promener dans la campagne. »« Oui, » me répondit Madame Bontemps. « Albertine n'est pas difficile en fait de campagne. Ainsi, il y a 3 ans, tous les jours, il fallait aller au but de Chaumont. » À ce nom de but de Chaumont, où Albertine m'avait dit n'être jamais allée, ma respiration s'arrêta un instant. La réalité est le plus habile des ennemis. Elle prononce ses attaques sur les points de notre cœur où nous ne les attendions pas, et nous n'avions pas préparé de défense. Albertine avait-elle menti à sa tante, alors, en lui disant qu'elle allait tous les jours au but de Chaumont? À moi, depuis, en me disant qu'elle ne les connaissait pas? Heureusement, ajouta Madame Bontemps, que cette pauvre André va bientôt partir pour une campagne plus vivifiante, pour la vraie campagne. Elle en a besoin. Elle a si mauvaise mine. Il est vrai qu'elle n'a pas eu cet été le temps d'air qui lui est nécessaire. Pensez qu'elle a quitté Balbec à la fin de juillet, croyant revenir en septembre, et comme son frère s'est démis le genou, elle n'a pas pu revenir. Alors Albertine l'attendait à Balbec et me l'avait caché. Il est vrai que c'était d'autant plus gentil de m'avoir proposé de revenir, à moins que... Oui, je me rappelle qu'Albertine m'avait parlé de cela. Ce n'était pas vrai. Quand donc a eu lieu cet accident? Tout cela est un peu brouillé dans ma tête.
Mais à mon sens, il eut lieu juste à point, car un jour plus tard, la location de la villa était commencée et la grand-mère d'André aurait été obligée de payer un mois inutile. Il s'est cassé la jambe le 14 septembre. Elle a eu le temps de télégraphier à Albertine le 15 au matin qu'elle ne viendrait pas, et à Albertine de prévenir l'agence. Un jour plus tard, cela courait jusqu'au 15 octobre. Ainsi, sans doute, quand Albertine, changeant d'avis, m'avait dit « Partons ce soir », ce qu'elle voyait, c'était un appartement, celui de la grand-mère d'André, où dès notre retour, elle allait pouvoir retrouver l'ami que, sans que je m'en doutasse, elle avait cru revoir bientôt à Balbec. Les paroles si gentilles pour revenir avec moi, qu'elle avait eues, en contraste avec son opiniâtre refus d'un peu avant, j'avais cherché à les attribuer à un revirement de son bon cœur. Elles étaient tout simplement le reflet d'un changement intervenu dans une situation que nous ne connaissons pas et qui est tout le secret de la variation de la conduite des femmes qui ne nous aiment pas. Elles nous refusent obstinément un rendez-vous pour le lendemain parce qu'elles sont fatiguées, parce que leur grand-père exige qu'elles dînent chez lui. Mais venez après, insistons-nous. Il me retient très tard, il pourra me raccompagner. Simplement, elles ont un rendez-vous avec quelqu'un qui leur plaît. Soudain, celui-ci n'est plus libre. Et elles viennent nous dire leur regret de nous avoir fait de la peine, qu'en voyant promener leur grand-père, elles resteront auprès de nous, ne tenant à rien d'autre. J'aurais dû reconnaître ces phrases dans le langage que m'avait tenu Albertine le jour de mon départ de Balbec. Mais pour interpréter ce langage, j'aurais dû me souvenir alors de deux traits particuliers du caractère d'Albertine qui me revenaient maintenant à l'esprit. L'un pour me consoler, l'autre pour me désoler. Car nous trouvons de tout dans notre mémoire. Elle est une espèce de pharmacie de laboratoire de chimie où on met au hasard la main tantôt sur une drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux. Le premier trait, le consolant, fut cette habitude de faire servir une même action au plaisir de plusieurs personnes, cette utilisation multiple de ce qu'elle faisait qui était caractéristique chez Albertine. C'était bien dans son caractère revenant à Paris, le fait qu'André ne revenait pas pouvait lui rendre incommode de rester à Balbec sans que cela signifiât qu'elle ne pouvait pas se passer d'André. De tirer de ce seul voyage une occasion de toucher deux personnes qu'elle aimait sincèrement. Moi, en me faisant croire que c'était pour ne pas me laisser seule, pour que je ne souffrisse pas, par dévouement pour moi, André, en la persuadant que, du moment qu'elle ne venait pas à Balbec, elle ne voulait pas y rester un instant de plus, qu'elle n'avait prolongé son séjour que pour la voir, et qu'elle accourait dans l'instant vers elle. Or, le départ d'Albertine avec moi succédait, en effet, d'une façon si immédiate, d'une part à mon chagrin, à mon désir de revenir à Paris, d'autre part à la dépêche d'André, qui était tout naturel qu'André et moi, ignorant respectivement, elle mon chagrin, moi sa dépêche, nous eussions pu croire que le départ d'Albertine était l'effet de la seule cause que chacun de nous connut et qu'il suivait, en effet, à si peu d'heures de distance et si inopinément. Et dans ce cas, je pouvais encore croire que m'accompagner avait été le but réel d'Albertine, qui n'avait pas voulu négliger pourtant une occasion de s'en faire un titre à la gratitude d'André. Mais malheureusement, j'en me rappelais presque aussitôt un autre trait de caractère d'Albertine, et qui était la vivacité avec laquelle la saisissait la tentation irrésistible d'un plaisir. Or, je me rappelais, quand elle eut décidé de partir, quelle impatience elle avait d'arriver au train, comme elle avait bousculé le directeur qui, en cherchant à nous retenir, aurait pu nous faire manquer l'omnibus, les haussements d'épaules de connivence qu'elle me faisait et dont j'avais été si touché, quand, dans le tortillard, M. de Cambremer nous avait demandé si nous ne pouvions pas remettre à Huitaine. Oui, ce qu'elle voyait devant ses yeux à ce moment-là, ce qui la rendait si fiévreuse de partir, ce qu'elle était impatiente de retrouver, c'était cet appartement inhabité que j'avais vu une fois, appartement à la grand-mère d'André, laissé à la garde d'un vieux valet de chambre, appartement luxueux, en plein midi, mais si vide, si silencieux, que le soleil avait l'air de mettre des housses sur le canapé, sur les fauteuils de la chambre où Albertine et André
demanderait au gardien respectueux, peut-être naïf, peut-être complice, de les laisser se reposer. Je le voyais tout le temps maintenant, vide, avec un lit ou un canapé, cette chambre, où chaque fois qu'Albertine avait l'air pressé et sérieux, elle partait pour retrouver son amie, sans doute arrivée avant elle parce qu'elle était plus libre. Je n'avais jamais pensé jusque-là à cet appartement qui maintenant avait pour moi une horrible beauté. L'inconnu de la vie des êtres est comme celui de la nature, que chaque découverte scientifique ne fait que reculer mais n'annule pas. Un jaloux exaspère celle qu'il aime en la privant de 1000 plaisirs sans importance, mais ceux qui sont le fond de la vie de celle-ci, elle les abrite là où, dans les moments où son intelligence croit montrer le plus de perspicacité et où les tiers leur enseignent le mieux, il n'a pas idée de chercher. Enfin, du moins, André allait partir. Mais je ne voulais pas qu'Albertine pût me mépriser comme ayant été dupe d'elle et d'André. Un jour ou l'autre, je le lui dirais. Et ainsi je la forcerais peut-être à me parler plus franchement, en lui montrant que j'étais informé, tout de même, des choses qu'elle me cachait. Mais je ne voulais pas lui parler de cela encore. D'abord parce que, si près de la visite de sa tante, elle eût compris d'où me venait mon information, eût tari cette source, et n'eût pas redouté d'inconnu. Ensuite parce que je ne voulais pas risquer, tant que je ne serais pas absolument certain de garder Albertine aussi longtemps que je voudrais, de causer en elle trop de colère qui aurait pu avoir pour effet de lui faire désirer me quitter. Il est vrai que si je raisonnais, cherchais la vérité, pronostiquais l'avenir d'après ses paroles, lesquelles approuvaient toujours tous mes projets, exprimait combien elle aimait cette vie et combien sa claustration la privait peu, je ne doutais pas qu'elle restât toujours auprès de moi. J'en étais même fort ennuyé. Je sentais m'échapper la vie, l'univers, auquel je n'avais jamais goûté, échangé contre une femme dans laquelle je ne pouvais plus rien trouver de nouveau. Je ne pouvais même pas aller à Venise, où pendant que je serais couché, je serais trop torturé par la crainte des avances que pourrait lui faire le gondolier, les gens de l'hôtel, les Vénitiennes. Mais si je raisonnais, au contraire, d'après l'autre hypothèse, celle qui s'appuyait non sur les paroles d'Albertine, mais sur des silences, des regards, des rougeurs, des bouderies, et même des colères, dont elle m'eût été bien facile de lui montrer qu'elle était sans cause, et dont j'aimais mieux avoir l'air de ne pas m'apercevoir. Alors je me disais que cette vie lui était insupportable, que tout le temps elle se trouvait privée de ce qu'elle aimait, et que fatalement elle me quitterait un jour. Tout ce que je voulais, si elle le faisait, c'est que je pusse choisir le moment où cela ne me serait pas trop pénible. Et puis, dans une saison où elle ne pourrait aller dans aucun des endroits où je me représentais ses débauches, ni à Amsterdam, ni chez André, qu'elle retrouverait, il est vrai, quelques mois plus tard. Mais d'ici là, je me serais calmé, et cela me serait devenu indifférent. En tout cas, il fallait attendre, pour y songer, que fût guérie la petite rechute qu'avait causée la découverte des raisons pour laquelle Albertine, à quelques heures de distance, avait voulu ne pas quitter, puis quitter immédiatement Balbec. Il fallait laisser le temps de disparaître aux symptômes qui ne pouvaient aller jusqu'en s'atténuant si je n'apprenais rien de nouveau, mais qui étaient encore trop aigus pour ne pas rendre plus douloureuse, plus difficile, une opération de rupture, reconnue maintenant inévitable, mais nullement urgente, et qu'il valait mieux pratiquer à froid. Ce choix du moment, j'en étais le maître. Car si elle voulait partir avant que je l'eusse décidé, au moment où elle m'annoncerait qu'elle avait assez de cette vie, il serait toujours temps d'aviser à combattre ses raisons, de lui laisser plus de liberté, de lui promettre quelque grand plaisir prochain qu'elle souhaiterait elle-même d'attendre, voire, si je ne trouvais de recours qu'en son cœur, de lui assurer mon chagrin. J'étais donc bien tranquille à ce point de vue, n'étant pas d'ailleurs en cela très logique avec moi-même. Car dans les hypothèses où je ne tenais précisément pas compte des choses qu'elle disait et qu'elle annonçait, je supposais que quand il s'agirait de son départ, elle me donnerait d'avance ses raisons, me laisserait les combattre et les vaincre. Je sentais que ma vie avec Albertine était, pour une part, quand je n'étais pas jaloux,
qu'ennui. Pour l'autre part, quand j'étais jaloux, que souffrance. À supposer qu'il y eût du bonheur, il ne pouvait durer. J'étais dans le même esprit de sagesse que m'inspirait à Balbec quand, le soir où nous avions été heureux après la visite de Madame de Cambremer, je voulais la quitter parce que je savais qu'à prolonger, je ne gagnerais rien. Seulement maintenant encore, je m'imaginais que le souvenir que je garderais d'elle serait comme une sorte de vibration, prolongée par une pédale, de la dernière minute de notre séparation. Aussi je tenais à choisir une minute douce, afin que ce fût elle qui continuât à vibrer en moi. Il ne fallait pas être trop difficile, attendre trop, il fallait être sage. Et pourtant, ayant tant attendu, ce serait folie de ne pas attendre quelques jours de plus, jusqu'à ce qu'une minute acceptable se présentât, plutôt que de risquer de la voir partir avec cette même révolte que j'avais autrefois quand maman s'éloignait de mon lit sans me redire bonsoir, ou quand elle me disait adieu à la gare. À tout hasard, je multipliais les gentillesses que je pouvais lui faire. Pour les robes de Fortuny, nous nous étions enfin décidés pour une bleue et or doublée de rose, qui venait d'être terminée. Et j'avais commandé tout de même les 5 auxquels elle avait renoncé avec regret, par préférence pour celle-là. Pourtant, à la venue du printemps, 2 mois ayant passé depuis ce que m'avait dit sa tante, je me laissai emporter par la colère un soir. C'était justement celui où Albertine avait revêtu pour la première fois la robe de chambre bleue et or de Fortuny, qui, en m'évoquant Venise, me faisait plus sentir encore ce que je sacrifiais pour elle, qu'il ne m'en savait aucun gré. Si je n'avais jamais vu Venise, j'en rêvais sans cesse. Depuis ces vacances de Pâques, encore enfant, j'avais dû y passer, et plus anciennement encore par les gravures de Titien et les photographies de Giotto que Swann m'avait jadis données à Combray. La robe de Fortuny que portait ce soir-là Albertine me semblait comme l'ombre tentatrice de cette invisible Venise. Elle était envahie d'ornementations arabes, comme les palais de Venise dissimulés à la façon des sultanes derrière un voile ajouré de pierre, comme les reliures de la bibliothèque amboisienne, comme les colonnes desquelles les oiseaux orientaux, qui signifient alternativement la mort et la vie, se répétaient dans le miroitement de l'étoffe, d'un bleu profond qui, au fur et à mesure que mon regard s'y avançait, se changeait en or malléable par ces mêmes transmutations qui, devant la gondole qui s'avance, change en métal, flamboyant l'azur au grand canal. Et les manches étaient doublées d'un rose cerise qui est si particulièrement vénitien qu'on appelle rose tiepolo.